Non, non. Alors, bonjour à tous. Voilà, du coup, comme Jacques a dit, j'ai été étudiant ici. Aujourd'hui, je bosse à IMTF, qui est une boîte à Givisier qui s'occupe de faire des systèmes pour les banques. Et du coup, je vais vous parler de programmation fonctionnelle. Alors, j'ai voilà, j'ai plusieurs parties à présenter. Je vais essayer de faire depuis les fondements enfin, de où ça vient toute cette histoire de programmation fonctionnelle qui est qui devient de plus en plus populaire aujourd'hui. La grosse différence qu'il faut comprendre, voir dès le début, c'est que les principes de programmation qu'on applique aujourd'hui dans la majorité des cas, surtout aussi pour les systèmes embarqués, c'est qu'un programme, c'est des structures de données, de la mémoire et des algorithmes qui opèrent dessus. Et le shift qu'est fait en programmation fonctionnelle, c'est qu'en programmation fonctionnelle, on utilise des fonctions et des fonctions. D'où le nom programmation fonctionnelle. Jacques, avant, il a mentionné des langages qui sont modernes, donc voir les modernités et tout. Moi, je vais remonter alors encore plus loin que Baptiste, il l'a fait. On va parler de... Voilà. D'où est-ce que ça vient cette notion en fait, qu'on appelle aujourd'hui d'un algorithme? Un algorithme, aujourd'hui, c'est défini par une suite d'instructions qui est exécutée par un ordinateur. À l'époque d'Euclide et de Al-Khwarizmi, un ordinateur, il n'y avait pas, on parlait de ça de personne. Et il y avait des algorithmes pour tout et n'importe quoi. Il y a l'algorithme d'Euclide qui est utilisé encore aujourd'hui pour les plus grands communs diviseurs. Il y avait des algorithmes pour construire des bateaux, il y avait des algorithmes pour faire planter des trucs, etc. Et tout le monde était content jusqu'au début du XXe siècle, où, voilà, probablement le mathématicien le plus connu de cette époque, qui est David Hilbert, il a eu une idée un peu exceptionnelle pour l'époque. Il voulait mettre tous les mathématiciens au chômage. Et l'idée qu'il avait, c'était qu'il voulait avoir un algorithme qui puisse déterminer si, oui ou non, donnant une proposition donnée en logique, elle est vraie ou elle est fausse. Donc voilà, on peut écrire une formule de mathématiques, une preuve, et l'algorithme nous dit si oui ou non c'est vrai. Et ce problème, il est resté dans l'histoire sous le nom de Die Entscheidungsproblem. Et c'est vraiment resté en allemand tel quel. Alors voilà, lui vraiment tout ce qu'il voulait faire c'était dire je veux un algorithme pour me permettre de faire tout ça. Et quelques années plus tard, un jeune étudiant qui s'appelle Kurt Gödel, à l'âge de 24 ans, il a publié une preuve qui, voilà, dans ce document, dans un nom que je ne vais pas prononcer, parce que ça serait un peu infâme, voilà, en fait, en gros, il a démontré que si on pouvait encoder certaines fonctionnalités dans un système formel, le système n'était pas démontrable. Du coup, en fait, il a juste balayé toutes les ambitions de Hilbert en un coup de papier. Une fois que ce papier est sorti, c'était un peu la course, parce que avant ça, la notion d'algorithme, c'était vraiment de dire, voilà, on a une suite d'instructions, est-ce qu'on peut les exécuter ou non, c'est fait. Maintenant, la grosse différence, c'est qu'on doit être capable de le faire avec une machine. Et on a dû attendre quelques années pour avoir 3 propositions différentes, qui sont toutes arrivées à peu près au même moment, et qui sont des propositions complètement séparées les unes des autres. Il n'y a pas de lien, enfin, il y a des liens entre elles, mais pas entre les auteurs. La première, c'est le lambda calcul d'Alonzo Church. La deuxième, c'est Gödel qui est venu avec ce qui s'appelle des fonctions récursives. Et la troisième, c'est celle que vous devez sûrement connaître, c'est les machines de Turing, faites par Turing. Et grosso modo, une machine de Turing, c'est exactement ce qu'il y a ici. Et ce que vous avez, certains devant vous, c'est un ordinateur. Voilà. Vous avez une longue bande de mémoire et un processeur qui vient par-dessus pour faire des opérations sur cette mémoire. Tout ce qui vient après, que ce soit C++, Rust, C, tous ces langages impératifs, ça découle de la machine de Turing et de ce qui s'appelle aussi à l'époque l'architecture von Neumann. Moi, évidemment, je ne vais pas parler de ça. Je vais parler du lambda calcul, parce que c'est lui qui a créé tout ce nouveau paradigme et qui a permis de pousser un peu la recherche dans ce sens.
Du coup, le lambda calculus, il a été créé par Alonzo Church, qui était un logicien, un mathématicien américain, et je vais vous présenter la syntaxe complète de ce langage. Voilà. Du coup, ça c'est le lambda calcul, ça a été créé en 1932, ça a été créé plus de 10 ans avant le premier ordinateur, et c'est le premier langage de programmation fonctionnelle qui a été inventé. On peut faire 3 choses avec ce langage. On peut utiliser une variable, donc c'est le... Est-ce que ça marche? Oui. On peut utiliser une variable, on peut déclarer une fonction, et on peut appliquer une fonction. Voilà, ça s'arrête là. C'est vraiment tout ce qu'on peut faire avec le lambda calcul. Et l'ingéniosité qu'il y a dans ce lambda calcul, c'est que, alors oui, on peut définir des fonctions, la fonction d'identité, la fonction qui retourne une constante, donc toujours la même valeur. Et avec ces fonctions, on peut les combiner entre elles et commencer à encoder les nombres, etc., tout ce qu'on a besoin pour faire la programmation qu'on fait aujourd'hui. Dans un ordinateur, quand on utilise un nombre, etc., il est encodé avec des 0 et des 1. Ben, dans le lambda calcul, on l'encode avec des fonctions. Et typiquement, du coup, alors là, c'est les nombres de 0 à 3, et à chaque fois, ça correspond au nombre de fois que la fonction elle est appliquée. Voilà, on a ces suites de f. Voilà, on applique une fonction un certain nombre de fois, et ça permet de représenter les nombres. Et à partir de là, on peut définir plein d'autres opérations. Voilà, il y a la fonction qui permet d'incrémenter un nombre par 1, d'additionner des nombres, les multiplier, et on peut continuer loin, loin, loin. On peut définir les nombres négatifs, les nombres à virgule, voilà, c'est un boulot long et fastidieux, surtout long. Mais le lambda calcul, il a surtout permis de marquer tous les langages modernes, un peu comme Baptiste il a dit avant, c'est que ces lambda d'expression, on les retrouve partout aujourd'hui. Que ce soit avec Python, Rust, Java, voilà, j'en passe. Une lambda expression, c'est juste une fonction qui n'a pas de nom. Et du coup, ça, vous les retrouvez partout. Et pour le coup, ben, il y a des langages qui reprennent exactement le terme. Donc Python, ça reprend exactement le terme lambda, et ça vient du coup du lambda calcul. Et surtout, ce qui est encore plus fascinant avec ça, c'est que ces 3 systèmes de calcul, que ce soit le lambda calcul, les machines de Turing ou bien les fonctions récursives, ils sont tous équivalents. Tout ce que vous écrivez dans un système, vous pouvez le réécrire dans l'autre. Ça veut dire que si j'ai assez de temps et d'envie, on peut réécrire l'expression lambda qui simule exactement le fonctionnement d'un ordinateur. Mais bon, ça prendrait des années et des années pour pas grand-chose. Voilà. Du coup, je vais parler de 3 concepts qui sont un peu clés, puis que c'est les moins, pas compliqués, mais on n'a pas besoin d'avoir grand-chose de background pour comprendre ces concepts, pour qu'ils soient un peu intéressants à être utilisés. Le premier concept, c'est celui des fonctions pures, qui dit qu'une fonction, elle est pure si, pour un input donné, elle nous retourne toujours le même output. Donc, il n'y a pas d'effet de bord. Les effets de bord, c'est cette longue liste d'éléments qu'on peut faire quand on fait de la programmation. Donc, voilà. Modifier une variable qui est non locale, avoir des variables statiques, faire de l'input-output, tout ça, c'est des side effects, donc tout ce qui est des effets de bord. Ce qui veut dire que lire un fichier, c'est un effet de bord, printer quelque chose à la console, c'est un effet de bord, voilà, tout ça, c'est des effets de bord, et tout ça, c'est des trucs qui sont haïs par la programmation fonctionnelle. Le fait d'avoir des fonctions pures, ça a beaucoup d'avantages, dans le sens où tous les outputs, ils sont prédictibles, donc on sait à l'avance quel est l'output d'une fonction pour un input donné, et du coup ça permet d'améliorer la testabilité de vos programmes, parce que vous savez exactement ce qui doit retourner. Alors j'ai essayé de faire des exemples en C qui soient un minimum parlants, on verra ce que ça vaut. Voilà, là du coup j'ai 2 exemples de fonctions qui font la même chose, à peu de choses près, donc ça permet de faire un counter. Une, elle a un compteur qui est statique, l'autre pas, et du coup la version de droite elle est pure, et la version de gauche elle a un effet
elle a un effet, un side effect. Et typiquement en C, un des behavior, comportements qui est assez bizarre, on dira, c'est que l'ordre des arguments d'une fonction n'est pas évalué toujours dans le même sens. Ça veut dire que cette première ligne, voilà ici, ça dépend, l'ordre des arguments dépend de où la fonction est évaluée dans le programme. Et si vous écrivez 2 fois la même ligne, les arguments ne seront même pas évalués dans le même sens les 2 fois. Ce qui veut dire que si votre fonction elle a des effets de bord, les effets de bord ne vont pas avoir lieu dans le même sens non plus. Et du coup, le fait d'enlever ces effets de bord, ça permet d'avoir une certaine prédictabilité. Et toute cette information de fonction pure, ça donne un concept qui s'appelle la transparence référentielle, en français. En fait, c'est une propriété qui fait qu'on peut toujours remplacer une fonction et son argument par son output. Si la fonction est pure, ça, il n'y a pas de problème, on peut balayer tout ça, etc. Mais si la fonction elle a des effets de bord, ça pose des problèmes. L'exemple que j'ai ici, c'est on a cette fonction qui est appelée 3 fois avec les mêmes arguments. Et du coup, si la fonction est pure, tout ce qu'on peut faire, c'est de dire, je l'appelle une fois avec les mêmes arguments, et je l'additionne 3 fois comme c'est fait dans l'exemple avant. Si vous avez des effets de bord, par exemple si vous faites du logging, la fonction elle sera appelée qu'une fois. Du coup, vous avez un seul log qui sera outputé. Si vous lisez un fichier, c'est la même chose. Ça dépend à quel moment vous lisez le fichier, s'il y a eu des modifications, etc. Et du coup, le fait de forcer à quelque part d'avoir des fonctions pures, ça permet de remplacer à la volée toutes ces opérations. Le deuxième concept que j'ai envie de discuter, enfin plutôt de présenter, c'est l'immutabilité par défaut. Si vous prenez des langages fonctionnels purs, une fois que vous avez déclaré une variable, vous ne pouvez pas la changer. La valeur, elle reste telle qu'elle, comme ça. Alors il y a plein d'avantages. On peut avoir des states qui sont prédictibles. Donc, peu importe où vous êtes dans votre code, si vous voyez une valeur, la valeur, elle n'aura jamais changé, ce sera toujours la même valeur que vous avez déclarée au début. Ce qui fait que vos programmes, il est plus facile pour raisonner dessus, pour trouver des problèmes, etc. Ça élimine tous les effets de bord. On ne peut pas modifier une constante qui est globale. Voilà. Et ça a aussi pas mal d'avantages d'un point de vue thread safety. Si vous avez 15 threads qui accèdent à la même valeur qui ne peut pas être changée, vous n'allez pas avoir de problème avec ça. Et voilà, il y a aussi d'autres applications d'un point de vue compilation en interne pour optimiser tout ça. Et la grande question qu'on se pose, c'est si on ne peut rien changer, comment est-ce qu'on fait pour faire de la programmation? Et c'est là que, de nouveau, on va prendre le cœur du problème, on va utiliser des fonctions, toujours. Où l'idée, en fait, c'est de modifier la valeur d'une variable quand on utilise une fonction. J'ai essayé de l'exprimer ici. Du coup, là, il y a 2 implémentations de la factorielle, une avec une boucle, qui utilise alors des variables qu'on peut modifier et tout, et une en récursif. La récursivité, c'est vraiment le cœur de tout ce qui est de la programmation fonctionnelle, parce qu'on ne peut pas faire de calcul autrement. On est obligé de passer par ça. Et là, la différence principale, c'est que les calculs, ils sont faits ici. Donc c'est vraiment au moment où on retourne les valeurs, ou bien on appelle les valeurs d'une fonction, et de l'autre côté, on fait des mutations sur une variable en place. Et le dernier point que j'avais envie de présenter, c'est ce concept de fonction d'ordre supérieur, où dans les langages fonctionnels, on traite les fonctions comme étant de première classe. Ça veut dire qu'on peut passer et recevoir des fonctions d'autres fonctions comme si c'était des types primitifs. Et l'exemple qu'on voit dans les langages modernes aujourd'hui, c'est cette liste d'opérations. On a une liste, on veut mapper les éléments, on veut les filtrer, on veut les réduire, etc. Et toutes ces opérations de chaînage, elles utilisent à chaque fois des fonctions lambda,
Donc tout ce qui est en vert, c'est des fonctions, soit c'est des lambda, soit c'est des fonctions qui ont été déclarées avant. Et on peut juste les chaîner ensemble et exprimer tout ça directement. Ce qui veut dire que ces fonctions que vous déclarez, soit vous les déclarez à la volée, soit vous pouvez juste réutiliser des fonctions qui existent déjà. Alors j'ai essayé de trouver une fonction pour les systèmes embarqués qui correspond à peu près à cette définition. Et il y en a une. La fonction qsort, donc implémente le quicksort dans la librairie standard en C. Elle utilise en fait un pointeur de fonction. Alors c'est pas exactement une fonction d'ordre supérieur, mais c'est vraiment l'exemple le plus proche que j'ai trouvé pour illustrer ça en C, où peu importe quel élément vous donnez à cette fonction pour trier, tant que vous dites à cette fonction comment est-ce qu'il faut comparer les éléments, ben, elle va pouvoir vous la trier. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présentation? Il y a plein d'avantages en programmation fonctionnelle, voilà, clarité, voilà. On peut trouver plein d'avantages, on peut trouver plein de désavantages aussi. Là, ça, il n'y a aucun souci à faire. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la programmation fonctionnelle et tous les autres paradigmes, ça vous aide à voir comment résoudre un problème différemment. Est-ce que ce langage ou cet autre langage, c'est un outil qui est approprié pour résoudre le problème? Peut-être. L'idée là, c'est juste de dire, il existe plusieurs solutions pour résoudre un problème, à vous de choisir la meilleure. Et le fait d'avoir ces différentes perspectives, ça vous aide beaucoup, peu importe dans quel langage vous codez, à juste voir quelles sont les possibilités qui sont à vous. Et oui, voilà. Est-ce que vous auriez des questions? Alors, oui. Merci beaucoup Sylvain. Des questions? Premier token. C'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire. Oui. Vous réussissez à faire un super talk sur la programmation fonctionnelle sans prononcer une seule fois les mots Haskell ou Lisp. Je vous tire mon chapeau. Alors, j'ai mentionné une fois Lisp, là. Où est-ce qu'il est, voilà. Là, il y a... Enfin, mentionné, c'est vite fait, quoi. Mais il est mentionné une fois. Et puis, j'ai un dernier slide à la fin où ça va montrer d'autres choses. Mais oui, merci. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? Moi, j'aurais une question. Qu'en est-il de la mémoire si je n'ai pas une variable, mais à chaque fois, je fais des copies? Est-ce que la somme totale à la fin sera plus grande, égale ou plus petite? Alors, quand j'ai dit qu'on pouvait trouver plein de désavantages, ça c'en est un. Si on fait naïvement de la programmation fonctionnelle, et puis en fait ça vient juste déjà dans le compilateur, si on compile naïvement des langages fonctionnels et qu'on se retrouve avec 1 millier de copies parce qu'on fait 1000 appels sur la stack, oui, ça prend de la mémoire. Il existe des techniques qui font que typiquement la mémoire de certaines structures sont partagées en interne, qui permettent d'optimiser ça, et il y a des optimisations qu'on peut faire à la compilation pour limiter aussi cette overhead de mémoire. Mais oui, là je suis tout à fait d'accord, si c'est fait naïvement, ça explose au bout d'un moment. Mais même pour rester dans la mémoire, la récursivité en soi, c'est quelque chose qui va nous faire exploser la mémoire. Mm-hmm. Et typiquement, on a vu, la NASA n'autorise pas la récursivité dans les programmes embarqués sur leur système embarqué. Est-ce qu'on peut faire de la programmation fonctionnelle sans faire de récursivité? Oui, on peut. On peut jusqu'à un certain point. Il y a de toute façon des fonctions où on est obligé de faire de la récursivité. Après, voilà, il y a la bonne et la mauvaise récursivité, on va dire ça comme ça. Il existe des patterns d'appels récursifs qui font qu'on peut transformer en interne dans une boucle sans avoir à faire tous les appels sur la stack de la fonction. Et ça, c'est fait automatiquement par le compilateur. Donc c'est pas à nous de dire ça, faut transformer en boucle. Si on respecte un certain pattern, le compilateur va le faire expressément. Mais il y a d'autres cas où c'est beaucoup plus compliqué à faire. Pas d'autres questions? Alors je reviens juste sur la première question, où il a dit qu'on n'avait pas mentionné tout ça. Voilà. Qu'est-ce qui vient ensuite? Là, j'ai vraiment juste gratté le haut de l'iceberg, très brièvement. Et plus on descend, et plus on a des concepts qui sont de plus en plus farfelu, on dira ça comme ça. Et du coup, s'il faudrait parler de tous ces autres concepts, il faudrait encore introduire d'autres
concept de maths qui me prendrait largement plus que 20 minutes pour en parler. Mais oui, la programmation fonctionnelle, c'est un topic qui est étudié depuis plus de 100 ans et qui est très prolifique. Et qu'est-ce qui se fait aujourd'hui encore? Qu'est-ce qu'il y a comme recherche qui se fait ou comme développement moderne qui peuvent se faire avec ces langages? Alors, ce qui est beaucoup fait actuellement, c'est tout ce qui est lié au système de type, donc tout ce qui est des type systems, etc. Le PFL à Lausanne, ils ont développé un langage qui s'appelle Scala, qui date de 2006, où, voilà, là il y a le logo. Il y a la version Scala 3 qui est sortie, et le système de type de Scala 3 est Turing complet. Donc on peut écrire n'importe quoi avec le système de type directement. Et ça, il y a beaucoup de recherches pour tout ce qui est, voilà, tout ce qui est système de type, et en fait, c'est apporter à quelque part de la safety, comme Baptiste mentionnait avant, via le système de type. Donc ça, c'est beaucoup étudié aujourd'hui. Et après, il y a tout ce qui est aussi lié aux preuves de maths avec des théorèmes prouveurs, etc. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci. Alors voilà, comme pour tous nos speakers, quelques petits souvenirs de la région. Et encore merci pour ce que tu fais pour nous. Merci beaucoup.